Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la France Insoumise, élue dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. À l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. On va revenir sur ces sujets, mais d'abord, c'est quoi le regard de Mathilde Panot? C'est le regard de quelqu'un qui a été élu après s'être présenté pour la première fois à une élection et qui, avant, a travaillé énormément dans l'associatif, dans les quartiers populaires, donc avec une vision de l'état social de notre pays aujourd'hui qui est quand même assez fort et qui me tient à cœur. Vous avez regardé le président de la République hier soir? Non, pas en direct en tout cas. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce que vous avez pu lire du coup? J'en ai retenu, comme d'habitude, une assez grande hypocrisie. J'en ai retenu aussi un projet de société qui est absolument à l'encontre de celui qu'on veut faire. Quand il pense que d'ici 2 ans, ces ordonnances travail vont faire effet, on est quand même dans la continuité de ce qui a été fait depuis 30 ans, dans les continuités de ce qui a prouvé son échec. Et on a déjà prouvé que quand on flexibilisait, comme il disait, ça ne crée pas d'emplois et il ferait mieux de s'attaquer, de faire une transition écologique par exemple, pour créer des emplois, parce qu'aujourd'hui notre problème c'est qu'on a une pénurie d'emplois en France. Alors sur la question de l'écologie, justement, il a quand même avancé des mesures. Il a dit qu'il n'y aurait plus de centrales thermiques à charbon d'ici la fin du quinquennat. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, dire que l'énergie nucléaire est une énergie propre, ou en tout cas décarbonée, et que du coup, opposer la sortie du nucléaire avec l'écologie, ça me pose un énorme souci. Parce qu'en fait, non, déjà, le nucléaire n'est pas une énergie propre. Il n'y a qu'à aller demander aux gens de Bure à qui on veut faire enfuir des déchets nucléaires à côté de chez eux, si c'est vraiment une énergie propre, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets aujourd'hui. Et puis, c'est une énergie qui n'est absolument pas sûre. Et on le voit, l'actualité des 6 derniers mois et d'avant même a été ponctuée par des failles dans des cuves, de la rouille dans les tuyaux. Donc on est devant quelque chose où un accident nucléaire est probable, possible aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut le dire et il faut sortir de cette énergie qui, en plus, nous rend dépendantes de l'extraction d'uranium. Une autre bonne nouvelle, ou en tout cas possiblement une bonne nouvelle, Emmanuel Macron s'est engagé à donner une réponse sur le projet Notre-Dame-des-Landes. On s'orienterait, visiblement, le gouvernement s'orienterait vers un abandon du projet. Ça va aller dans le bon sens? Écoutez, là-dessus, moi, je pense que c'est bien d'avoir pris le temps de reposer ça. Le rapport qui a été fait, je pense que par les 3 médiateurs, son premier intérêt, c'est de montrer déjà que les solutions alternatives n'ont pas été étudiées assez dans le fait de faire ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est déjà un très bon point parce que ça montre que l'alternative, elle existe et qu'elle est moins chère. Et c'est là où il y a un problème intéressant à poser pour la suite, c'est que la déclaration d'utilité publique a été faite sur des chiffres faux. C'est-à-dire que la Direction générale de l'aviation civile avait multiplié par 2 le coût d'extension du projet d'aéroport initial à Nantes-Sud. Et du coup, apparaissait comme beaucoup moins intéressant que de construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes dans une zone humide, écologiquement désastreux, etc. Et donc, il faut réfléchir à nos procédures. Pourquoi est-ce que ça a été permis d'avoir des informations fausses? Ça pose quand même un vrai problème de démocratie aujourd'hui. Et j'espère quand même que Macron abandonnera ce projet parce qu'il est aberrant. On parle d'un coût de 400 millions d'euros si l'État venait à renoncer au projet pour dédommager le groupe du BTP Vinci. Est-ce que Vinci doit renoncer à cette enveloppe? Bien sûr, il faut faire le rapport de force. D'ailleurs, en utilisant le fait que le préfet de Loire-Atlantique qui a signé pour le projet a travaillé par la suite à Vinci Autoroute. Donc on est dans vraiment le micmac de la Ve République avec les conflits d'intérêts qui vont avec. Et il faut faire le rapport de force sur ces boîtes-là parce que, en fait, on arrive avec de plus en plus d'endroits où on est construit par les 3 grosses boîtes, Vinci, Eiffage et Bouygues, et qui construisent des hôpitaux, des prisons, etc., et des hôpitaux, des prisons, etc. Et on se retrouve toujours pris à la gorge par ce privé qui, en fait, engorge les profits et nous, on prend tout le temps les dettes, le public. Alors, le rapport qui a été remis la semaine dernière au gouvernement ne fait pas de recommandations très claires. La seule chose qu'il suggère, c'est l'évacuation de la ZAD, quelle que soit la décision, d'ailleurs, in fine, d'Emmanuel Macron. C'est une nouvelle bataille qui va commencer? Le maintien de cette ZAD? Oui, peut-être pas dans l'état actuel, mais en tout cas, prendre le temps de se poser, de réfléchir, de voir qui veut partir et qui veut rester, parce qu'il y a aussi des gens qui ont commencé des projets de maraîchage, de boulangerie là-bas, et qui, je pense, sont intéressants pour réinventer en tout cas ce que pourraient être ces zones rurales qui sont quand même largement abandonnées. Je pense que c'est intéressant de prendre le temps de voir qui veut rester et partir, et de ne pas y aller avec une évacuation violente. Dont on sait que ça semble pourrait pourtant se profiler, puisque c'est les termes de M. Castaner, de M. Collomb. Ils ont dit qu'ils emploieraient la force
pour évacuer entièrement la ZAD. Bah ouais, mais du coup, ça va quand même poser un énorme problème. Personne n'a envie dans notre pays d'avoir un nouveau Rémi Fraisse. On sait que si on utilise la violence de cette manière-là, on ne sort pas politiquement par le haut de cette situation. Donc moi, je préconiserais plutôt, et c'est ce pourquoi on se battra, et je sais que les opposants sont sur cette ligne aussi, de prendre le temps, d'avoir un temps de moratoire où les gens peuvent partir s'ils le veulent, et ceux qui veulent rester, ensuite de regarder sur les terres, sur comment ça va se passer. Et c'est vraiment, faut pas voir on m'a souvent sorti les zadistes comme étant des violents et cervelés, on m'a même dit qu'ils enterraient des morts vivants, alors là, on est mais du coup, les zadistes sont des gens qui inventent un autre avenir dans nos territoires ruraux, et je pense que c'est important de le prendre en compte et d'y aller, normalement, pour inventer l'avenir de ces territoires. Qui défend l'écologie aujourd'hui, Mathilde Panot? Il y a beaucoup d'assos, des citoyens. Nicolas Hulot, il défend l'écologie aujourd'hui pour vous? Non, c'est pénible de le dire parce que Nicolas Hulot avait un engagement écologique, mais non. Nicolas Hulot a plié sur l'aide au maintien au bio, les néonicotinoïdes, le nucléaire, le CETA, le traité de libre-échange Canada-Union européenne, dans le silence complet médiatique, vendredi dernier a été validé le JEFTA, donc le traité de libre-échange Japon-Union européenne, qui concerne 30% des accords mondiaux quand même. Donc non, il perd tous ses arbitrages. Donc même réponse pour Emmanuel Macron quand il se pose comme le leader international de la cause écolo. Emmanuel Macron, c'est encore pire, je crois, parce que Hulot, je pense qu'il a une petite conscience du fait que, il sait quand même, il a étudié ça quand même de près. Donc, il fait politiquement, c'est le même jugement, mais Emmanuel Macron, c'est vraiment l'hypocrisie complète. C'est intéressant de le voir se poser comme un leader mondial, alors qu'à l'intérieur du pays, il fait exactement le contraire. Et de toute façon, il est sur la droite lignée de la liberté d'entreprendre et la liberté des multinationales avant l'intérêt général et l'intérêt écologique. C'était d'ailleurs la question de Daniel Tartakovsky qu'on recevait vendredi. Elle vous demandait comment vous regardiez, quelle était votre analyse sur ce double discours d'Emmanuel Macron qui est celui à l'international et les mesures qu'il prend en France. C'est la peinture verte sur du capitalisme. Quand Emmanuel Macron fait un sommet international où il lie climat et finance, où il dit la finance peut résoudre le problème climatique, etc. C'est une aberration quand on sait que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de CO2 depuis 1988 et qu'après, c'est les pyromanes qui ont mis le feu à qui on va demander de jouer les pompiers. Vous comprenez bien que c'est absurde, ça n'existe pas. La finance est massivement responsable d'investir dans les énergies fossiles. Donc c'est absurde et c'est d'une grande hypocrisie. Alors l'autre double discours, il est aussi sur les migrants. Il y a le discours d'Emmanuel Macron où il faut imposer une politique humaniste sur la question des migrants. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un renforcement, un durcissement de la politique des migrants. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée internationale des migrants. Ça vous inquiète, ce durcissement, cette fermeture aujourd'hui du gouvernement français? Oui, c'est dramatique. On se demande combien de personnes ils vont vouloir faire mourir dans la Méditerranée avant de prendre à bras-le-corps ce problème-là. La France se doit d'avoir un accueil digne des gens et quand on voit ce qui se passe dans certains endroits du territoire où le groupe de la France Insoumise a été plusieurs fois, on est devant un non-respect des engagements sur les droits humains de la France. Et surtout, ce qui est fou, c'est que personne ne prend en compte qu'on dit que d'ici 2100, on aurait 250 millions de réfugiés climatiques. Donc à un moment, la manière dont on accueille les gens et les flux qu'il va y avoir, parce que, qui a été créé par l'homme, je le rappelle, comme à l'origine, il va falloir le prendre en compte et il va falloir régler ça un peu autrement qu'en chassant les gens, en les faisant mourir dans des bateaux, parce que voilà, c'est pas digne et c'est pas une solution sur du long terme. Le défenseur des droits, ce matin sur France Inter, a dénoncé les tris qui étaient faits dans les centres d'hébergement. Le ministre de l'Intérieur a demandé un recensement des réfugiés qui étaient hébergés. C'est inquiétant aussi sur la manière de traiter l'individu, les hommes, les femmes. Oui, bien sûr. On ne peut pas avoir vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a ramené des gens via la Turquie, qui est quand même un État absolument pas sûr. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye avec les mois que ça a créé autour de ça. Donc oui, c'est un énorme problème. Et sur Jacques Toubon, je le disais tout à l'heure, mais la fonction fait l'homme. Et donc c'est bien, je trouve ça bien qu'il dénonce ça.
Et sur la cordée solidaire qui est organisée ce week-end dans les Alpes, plusieurs militants sont poursuivis par la justice pour avoir aidé des réfugiés. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de notre démocratie ? Catastrophique. Normalement, le délit de solidarité avait été aboli, mais en fait, dans les faits, on se rend compte avec plusieurs cas que ce délit est de fait encore en route, et on ne peut pas punir des gens pour solidarité. Enfin, c'est juste impossible. C'est un devoir d'humanité qu'ont les gens, donc c'est dramatique. Allez, une dernière question, Mathilde Panot. Ouais. Vous êtes une jeune députée. Oui. Comment vous réagissez devant vos collègues qui vous expliquent qu'avec 5 000 €, ils sont condamnés à manger des pâtes ? J'ai envie de leur faire un petit stand humanitaire à l'approche de Noël et puis de leur en offrir. Non, en vrai, il y a eu plein d'initiatives super drôles de gens qui veulent leur envoyer des pâtes. C'est juste indécent. C'est indécent. On peut facilement perdre pied quand on est député et quand on travaille aujourd'hui à l'Assemblée nationale, perdre ce qu'est la notion de la réalité. Comment vous faites ? En fait, oui. Mais je pense que plutôt le problème il est inverse, c'est les gens qui ne sont pas dans la réalité, c'est aussi surtout parce qu'ils ne représentent pas non plus aujourd'hui les citoyens et les citoyennes en France. Et je pense que notre groupe de la France Insoumise là-dessus il est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui a été président d'une association contre la pauvreté et qui était au RSA Activité, Jean-Hugues Grattenon, Caroline Fiat qui est aide-soignante. Bon, moi je viens de l'associatif, il y a des profils très très différents, donc du coup qui sont aussi représentatifs. Et je pense que c'est par ce problème-là qu'il faut le prendre aussi. Et se poser la question de pourquoi notre Assemblée nationale elle est composée énormément de gens qui gagnent bien plus que le salaire moyen en France. Merci beaucoup Mathilde Panot. Demain, je recevrai l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Il est porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. C'est Philippe Poutou qui sera notre invité. Vous avez une question pour lui ? Avec plaisir, ouais. J'aimerais bien demander à Philippe Poutou si il veut participer. On a décidé avec la France Insoumise de faire une grande campagne contre le nucléaire et pour promouvoir les énergies renouvelables, donc une campagne positive, avec une votation citoyenne au moment de l'anniversaire de Fukushima. Donc je l'invite avec son parti à co-organiser avec nous cette votation s'il le souhaite. Alors l'invitation sera transmise, merci beaucoup. Merci beaucoup.